Alors pour répondre à la question précise que vous me posez, de savoir si après un certain âge, il faudrait aller voir un spécialiste finalement de façon systématique pour se rassurer, pour être sûr que tout va bien, je ne pense pas. Je dirais que l'organisation des soins en France fait que le médecin traitant est au centre finalement de la prise en charge des patients et que c'est évidemment lui qui doit décider à un moment si le patient doit aller voir un spécialiste ou non. Alors quels pourraient être les critères qui pourraient faire qu'on enverrait un patient vers un spécialiste? Eh bien, il faut tenir compte avant tout de l'hérédité. Si un patient a une hérédité extrêmement chargée sur le plan cardiovasculaire, il faut tenir compte également des facteurs de risque. Évidemment qu'un patient qui a un surpoids, un patient qui a une hypercholestérolémie, une hypertension artérielle ou un diabète est un patient qu'on va plutôt référer vers le cardiologue. Mais je crois qu'il faut qu'il n'y ait rien de systématique. Il faut que la décision revienne au médecin traitant. On parle bien sûr de la personne qui n'a pas de symptômes cardiovasculaires. Hein. On parle d'une prise en charge systématique. S'il y a des symptômes, c'est autre chose. Et je dirais qu'après l'âge de 60 ans, en France, en moyenne, entre 8 et 10% de la population poursuit un traitement pour une pathologie cardiovasculaire. Ce qui veut dire que c'est bien sûr un nombre très important de patients, de sujets qui poursuivent ce type de traitement. Alors, c'est dû à deux choses. D'abord, c'est parce que la population vieillit. Ça, c'est quand même le verre à moitié plein, si on veut. Et il est évident qu'à partir du moment où des progrès énormes ont été faits sur un plan social et sur un plan médical et où nos populations avancent en âge, nous sommes forcément confrontés aux pathologies les plus fréquentes, dont les pathologies cardiovasculaires. Mais il est indéniable que le mode de vie joue également un rôle très important. On sait que l'obésité est un fléau qui est actuellement en augmentation dans nos pays développés, pas que dans les pays développés, mais dans les pays développés en priorité, bien entendu. On sait également que malheureusement le tabagisme n'est pas éradiqué. Bref, on sait que le mode de vie, le stress joue également un rôle important. Donc oui, le mode de vie joue un rôle important, aux côtés, bien sûr, du vieillissement de la population. Alors, globalement, comment prendre soin de son cœur et de son système cardiovasculaire au quotidien? En gros, si je bouge et que je me nourris correctement, est-ce que je vais vraiment limiter le risque d'accident prématuré? Bah, je crois que vous avez dit l'essentiel. Oui, si on bouge, c'est-à-dire si on a une activité physique, vous savez qu'on recommande au moins 20 minutes d'activité physique quotidienne. Mais évidemment, quand on a 40 ans, on peut faire plus. 20 minutes, c'est quand on en a peut-être 70, 80, hein, si vous voulez. Donc effectivement, il faut une activité régulière, plutôt sur le mode d'une activité d'endurance, c'est-à-dire des activités qui vont solliciter le cœur de façon prolongée mais relativement douce. On ne parle pas de l'ultra-endurance, qui elle est peut-être délétère pour le cœur, mais donc de l'activité, oui, bien sûr que ça fait du bien. Manger bien, évidemment. On sait que le surpoids est un élément important de pathologie cardiovasculaire. On sait que l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie, donc le fait d'avoir trop de graisse dans le sang, sont un élément important également. Le diabète également. Donc oui, les règles alimentaires sont à respecter. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a probablement pris le plus de précautions possible pour ce qui nous concerne. Et puis ensuite, il faut régulièrement voir son médecin traitant pour justement dépister des symptômes d'alerte qui pourraient conduire à consulter. Et surveiller par exemple l'hypertension, vous en avez parlé tout à l'heure. Absolument. Donc, il est recommandé de surveiller sa tension artérielle, mais là aussi, la surveiller de façon simple, c'est-à-dire c'est le médecin qui va la surveiller. On ne va pas soi-même mesurer sa tension artérielle, on la mesurera si le médecin nous conseille de le faire, ça s'appelle l'automesure, qui est très importante chez des gens chez lesquels on suspecte ou on est certain d'une hypertension artérielle, bien sûr. Quels sont les bons sports pour le cœur et les sports dont il faut se méfier? Alors, je risque là de blesser mes collègues qui sont les médecins du sport. Si on voulait répondre simplement, tout sport est bon pour le cœur. Le fait d'avoir de l'activité physique, c'est bon pour le cœur. Alors, il est évident que, je vous l'ai dit, les cardiologues préfèrent les sports doux, d'endurance. Globalement, quand vous êtes à 60 ou à 70% de votre capacité maximale et que vous faites ça pendant un temps assez long, vous sollicitez votre cœur, vous faites ce qu'on appelle du cardio-training, et c'est évidemment quelque chose qui est mieux que de solliciter très brutalement le cœur. Par ailleurs, certains sports que l'on déconseille sont l'hyper-endurance, c'est-à-dire les gens qui poussent vraiment très 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 loin les limites. On ne parle pas de marathon, on parle de l'ultra-marathon, de l'ultra-endurance. Là, on en fait peut-être un petit peu trop. Mais décourager quelqu'un de faire du sport,
c'est quasiment un langage qu'un cardiologue ne tiendra jamais. Un cardiologue sera toujours d'accord pour que la personne fasse du sport. On va peut-être lui demander de faire du sport de façon un peu plus raisonnable s'il en fait trop, mais on va surtout être amené chez la plupart des patients à leur conseiller d'avoir de l'activité physique, parce que la plupart n'en ont pas malheureusement. Et donc, si je reviens sur le sport, ça peut être donc de la course à pied, ça peut être du vélo, ça peut être des sports comme ça, quoi. Les sports d'endurance que l'on privilégie, évidemment, sont la course à pied, le vélo, la natation, en sachant que les sports portés, comme le vélo et la natation, sont ceux pour lesquels il y a le moins de traumatisme sur l'appareil locomoteur. Donc ce sont ceux que l'on peut faire le plus longtemps dans sa vie. Mais la course à pied est un excellent sport, tant que les articulations le permettent également, oui. Et à l'opposé, un sport très brutal, très fractionné, pourra être pratiqué, bien entendu, pour le plaisir, mais ne sera pas forcément conseillé sur le plan cardiovasculaire. Vous pensez à quoi? Certains sports très brutaux, on parle souvent du squash, on parle de ces sports-là, doivent être pratiqués, bien sûr, mais il faut être sûr d'avoir une bonne santé cardiovasculaire pour les faire. Il faut pas faire ça de façon comme ça, trop anarchique. Toujours être certain qu'on soit capable de solliciter brutalement notre cœur. Alors pour le cœur, la pathologie la plus fréquente, c'est la pathologie des maladies des artères coronaires. La pathologie coronaire, la coronaropathie, qui peut donner un infarctus, dont vous venez de me parler, mais qui peut également donner de l'angine de poitrine, voire être silencieuse et s'exprimer par un événement brutal et grave, qui peut être un trouble du rythme, qui peut être un malaise, qui peut être même une mort subite. Donc la pathologie coronaire est de loin la plus fréquente. Également, parmi les facteurs de risque, il y a l'hypertension artérielle, qui fait partie de la pathologie cardiovasculaire, qui est extrêmement fréquente. On dit en gros qu'après l'âge de 50 ans, une personne sur deux est hypertendue, ce qui est quand même énorme, hein, et c'est un pourvoyeur de pathologies cardiovasculaires. Et puis, on trouve ensuite toutes les pathologies cardiaques. Mais je retiendrai en premier la pathologie coronaire. Les pathologies cardiaques doivent être reconnues pour être prises en charge de façon adéquate. Alors il y a bien sûr des dangers qui menacent le patient sur le plan vital. On vient de parler du patient coronarien qui pourrait faire un accident brutal, comme une mort subite, s'il n'était pas dépisté pour sa coronaropathie. Et puis il y a des dangers qui sont autres. Par exemple, certains troubles du rythme peuvent conduire à la fabrication de petits caillots qui peuvent aller vers le cerveau. Donc oui, les pathologies cardiaques sont des pathologies graves qui doivent absolument être reconnues pour être prises en charge de façon adaptée. Alors j'ai pour habitude de dire à mes patients que, évidemment, on ne va pas vivre comme ça dans la terreur d'avoir tel ou tel signe, parce que finalement, après, on devient hypocondriaque. Dès qu'on a quelque chose, on se dit, bah, tiens, c'est peut-être le cœur, il faut tout de suite que je consulte, etc. Il y a quelque chose qui ne trompe pas, qui est une modification de son état. Globalement, nous nous connaissons tous à peu près. On sait qu'on monte tel ou tel volet d'escalier facilement, que l'on va chercher le pain de telle ou telle façon assez facilement, que cette petite montée n'est pas du tout un problème pour nous. Si un jour il y a une rupture nette dans nos capacités fonctionnelles, c'est-à-dire dans la possibilité que l'on a à faire des choses simples que l'on faisait les jours précédents, il faut s'inquiéter. Si je suis essoufflé pour un effort qu'habituellement je fais très facilement, essoufflé de façon totalement inhabituelle, sans explication évidente, eh bien je dois m'alarmer. Si j'ai des douleurs dans la poitrine qui se répètent, alors ce qui est un petit peu quelquefois malheureusement, qui est à l'origine de confusion, c'est que ce ne sont pas toujours des douleurs dans la poitrine, ça peut être des douleurs dans l'abdomen, ça peut être des douleurs dans la mensuelle. Mais ce que l'on constate quand on réinterroge les patients, c'est qu'il y avait quelque chose de tout à fait anormal dans la survenue de ces douleurs. Elles survenaient pour des efforts extrêmement modérés qui ne justifiaient pas du tout que les douleurs apparaissent. Si je fais des malaises, bien entendu, si j'ai des palpitations également, le cœur qui s'emballe, eh bien là, il faut que j'aille voir mon médecin. Donc c'est vraiment la comparaison avec son propre état antérieur qui est l'élément le plus important. Et finalement, c'est bien, parce que nous sommes notre propre étalon, notre propre baromètre, finalement. Parlez-nous de l'insuffisance cardiaque. En gros, si je résume, c'est quand le cœur ne pompe plus suffisamment pour envoyer du sang dans l'organisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent et qui est grave? Alors l'insuffisance cardiaque, c'est évidemment quelque chose qui est fréquent et qui est grave. Il faut comprendre que l'insuffisance cardiaque est en général l'aboutissement d'une maladie cardiaque, hein. Donc avant l'insuffisance cardiaque, on a les autres signes dont on vient de parler. Et puis à un moment, quand le cœur a été trop abîmé par la maladie cardiaque et qui n'est plus capable d'éjecter suffisamment de sang, ou bien dans une autre forme d'insuffisance cardiaque qui apparaît plutôt chez les gens très âgés, quand il n'est pas capable de se remplir correctement, eh bien là, il va faire monter les pressions dans les organes
qui dépendent directement du cœur. Et on retrouve en premier les poumons et puis d'autres organes. Donc l'insuffisance cardiaque, ce sont les signes finalement de l'incompétence pour le cœur à éjecter suffisamment de sang ou bien à se remplir correctement. C'est l'aboutissement en général d'une cardiopathie qui soit n'a pas été dépistée, n'a pas été prise en charge correctement, soit a été prise en charge correctement, mais a beaucoup évolué. Alors, l'insuffisance cardiaque, quand elle est reconnue à un stade suffisamment précoce, elle va justifier des traitements, qui sont des traitements qui vont permettre, bien sûr, de stabiliser les patients, de retarder l'évolution vers ce que l'on appelle, nous, l'insuffisance cardiaque terminale. Donc oui, nous avons des solutions thérapeutiques pour les patients, et il faut absolument que l'insuffisance cardiaque soit diagnostiquée pour que l'on puisse justement mettre en œuvre ces traitements-là. Vous êtes un des grands spécialistes français, sinon mondiaux, du rythme cardiaque. Pourquoi notre cœur se dérègle-t-il et est-ce dangereux là encore? Alors, le rythme cardiaque, c'est une espèce de grâce comme ça que l'on a depuis qu'on est, hein, puisqu'on a des battements cardiaques tout à fait réguliers, qui d'ailleurs sont à l'origine de l'activité mécanique dont on vient de parler, c'est-à-dire du cœur qui va se contracter. C'est parce qu'il y a d'abord une impulsion électrique. Alors il faut comprendre que malheureusement, cette grâce, elle tient à un fil, parce qu'il faut que le tissu cardiaque soit en parfaite capacité de conduire l'impulsion électrique pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas des situations où l'impulsion électrique finalement ne fonctionne plus tout à fait normalement. Malheureusement, toutes les maladies cardiaques, et quelquefois même en l'absence de maladies cardiaques, il va y avoir des modifications du tissu qui vont faire qu'il va être moins capable de transmettre l'impulsion comme il devrait la transmettre. Alors quelquefois, il va la diviser et la rendre tout à fait anarchique, c'est ce qu'on appelle par exemple la fibrillation atriale. Quelquefois, il va la piéger dans des circuits, ce sont des arythmies qui peuvent être dans les oreillettes ou bien dans les ventricules avec des dangers pour certaines d'entre elles. Quelquefois, il va mal conduire l'impulsion électrique, ce sont les patients qui vont être amenés à recevoir des stimulateurs cardiaques. Bref, tout aboutissement finalement d'une maladie cardiaque à un moment, c'est de mal transmettre l'impulsion électrique. Et puis ça peut se rencontrer également en l'absence de maladie. Alors, la médecine est extrêmement performante dans la prise en charge des arythmies et des pathologies finalement de la conduction de l'influx électrique. Les stimulateurs cardiaques, c'est pour les cœurs lents. Alors quand le cœur est lent, eh bien, on peut tout à fait suppléer en envoyant une petite impulsion électrique à partir d'un boîtier de pacemaker au travers de fils électriques qui sont reliés au cœur, qui envoient une petite impulsion et qui supplée finalement le fait que l'impulsion normale soit n'a pas été fabriquée, soit n'a pas été conduite correctement aux différentes parties du cœur. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis, on va dire, 60-70 ans et qui est arrivé réellement à maturité, avec des progrès considérables ces dernières années, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui sont surtout de l'ordre de la miniaturisation extrême des boîtiers. Ça, c'est pour le côté cœur lent. Je dirais que pour le cœur lent, aujourd'hui, on a pratiquement la solution à tout. Pour le cœur rapide, ce qu'on appelle les arythmies, là, c'est quelquefois un petit peu plus difficile. On a fait d'énormes progrès ces dernières années. Avant, on avait que les médicaments pour agir là-dessus. Aujourd'hui, on a certes encore des médicaments, mais on a surtout des interventions que l'on peut faire en passant par les vaisseaux, donc à cœur fermé, et qui consistent à aller cautériser différentes zones du cœur. Donc là, oui, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et puis, il y a également un appareil qu'on appelle le défibrillateur, qui ressemble un petit peu au stimulateur, mais qui a une fonction tout à fait différente. Lui, il sauve les malades de la mort subite, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et là aussi, la technologie fait d'énormes progrès, on a des appareils de plus en plus petits, de plus en plus faciles à mettre en place chez les patients. Alors, le défibrillateur, vous faites peut-être allusion au défibrillateur que l'on voit quelquefois pendu dans un lieu public au mur. Là, c'est le défibrillateur semi-automatique, c'est-à-dire celui qui va nécessiter qu'un témoin mette en place sur le patient des palettes électriques qui vont conduire du courant. Eh bien, il est possible d'avoir exactement la même action avec un appareil implanté dans le corps du patient. Évidemment, c'est réservé à des patients dont on sait qu'ils ont un risque très élevé de faire un arrêt cardiaque, parce qu'on ne va pas implanter un appareil en dehors de ces situations-là. Et là, on reproduit exactement le même phénomène. Il y a une reconnaissance automatique par l'appareil de l'arythmie, grave, dangereuse, qui menace la vie du patient à très 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 court terme. Et puis, il y a une intervention de l'appareil sous la forme d'un choc électrique. Exactement comme celui que l'on délivre, nous, en externe, avec un appareil qui est pendu au mur d'un lieu public. Des progrès révolutionnaires, entre guillemets, sont-ils attendus dans la prise en charge pour les années à venir?
Alors oui, il va y avoir des révolutions. Le problème des révolutions, c'est qu'on ne les prévoit pas toujours. Donc je vais peut-être pas être le meilleur visionnaire pour cela. Mais on a vu quand même, je dirais, peut-être trois grandes révolutions ces dernières années. Dans le domaine de la rythmologie, hein, c'est celui dont nous parlons, après on pourra parler de la cardiologie en général, dans le domaine de la rythmologie, la miniaturisation extrême des boîtiers de stimulateurs cardiaques fait qu'aujourd'hui, on a des boîtiers qui ont la taille d'une phalange, du petit doigt, et qui sont donc implantés directement dans le cœur, sans qu'on ait besoin de fils électriques, ce qui nous a franchi de beaucoup, beaucoup, beaucoup de complications. La deuxième révolution, c'est que avec nos cathéters, avec nos sondes, on arrive à aller traiter les arythmies et on a des révolutions régulières, c'est-à-dire que les ingénieurs nous proposent des énergies de plus en plus efficaces. On a vu d'abord la chaleur, puis on a vu arriver le froid, puis on voit arriver maintenant une nouvelle énergie qui s'appelle l'électroporation, qui correspond à des chocs électriques. Bref, à chaque fois, on a des énergies plus efficaces, mais en tout cas qui permettent de répondre à des besoins qui n'étaient pas couverts par les énergies précédentes. Ça, c'est une révolution importante. Et puis, troisième grande révolution dans le domaine de la rythmologie, on commence à démembrer de mieux en mieux les causes génétiques d'un certain nombre de pathologies. Et évidemment, quand on commence à démembrer de mieux en mieux les causes génétiques, on commence à entrevoir des solutions, puisque évidemment, ce n'est pas encore le cas, mais évidemment, si on constate qu'il y a un défaut sur un gène qui est à l'origine d'une pathologie, on peut très bien imaginer pour l'avenir de commencer à pouvoir le corriger. Et on voit arriver des médicaments qui commencent à s'inscrire dans cette logique. Et ça, ce sont de véritables révolutions thérapeutiques. Ce n'est pas aujourd'hui dans le domaine de la rythmologie, c'est plus dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, dans le domaine de certaines pathologies particulières comme l'amylose, comme la cardiomyopathie hypertrophique. Mais on voit arriver de véritables révolutions thérapeutiques. Notre cœur. Professeur Deharro, merci. Merci à vous.